qui va nous parler de l'Aragon. Bon, oui, j'ai changé de sujet, mais c'est pas très grave. Je reste dans le thème. Tout d'abord, je ne vais pas apporter une pierre à votre édifice, mais seulement témoigner de l'importance d'un groupe de travail tel que Matériaux et Techniques pour l'étude des bâtiments antiques. Pour ça, je vais vous parler d'un site dont nous avons fait la publication en 2013. Nous avons publié en fait en 2013 les fouilles de l'Abbey Tolosa, fouilles qui ont duré une quinzaine d'années, depuis 1992 jusqu'à 2000 et des poussières. Donc je vais vous présenter uniquement une partie, bien sûr je ne vais pas vous présenter toutes les fouilles, je vais vous présenter des termes. Et en conclusion, en fait je voudrais vous dire, c'est vous montrer toutes les questions que m'ont suggérées les travaux communs, donc depuis 2-3 ans, à la Maison de l'Orient. Le site se trouve, s'appelle sur le territoire de la Puebla de Castro. Le site antique s'appelle l'Abbey Tolosa. On est au pied des Pyrénées. C'est un site qui n'est pas si mal que ça. On est sur un terrain très accidenté, en pente, avec une petite colline d'un côté, le Cerro del Calvario. Et on a trouvé, en une quinzaine d'années de fouilles, une partie augustienne, qui est en bleu ici, avec un forum, et une partie fin du 1er siècle, qui est en orange, ici, une curie, 2 établissements de thermes et une domus. Je ne vais vous parler que de ces termes-là. Voilà le site, donc avec une colline calcaire, le terrain est gréseux, et donc en pente, mise en culture seulement au 19e siècle. Les deux bâtiments de thermes se trouvent sur la même courbe de niveau. C'est un élément qui aura une très grande importance. Nous n'allons parler que d'un bâtiment. C'est un dessin tout à fait classique, hein, des termes tels qu'on apprend à l'école. Une zone froide, une zone tiède, une zone chaude, avec un système technique, enfin la zone technique de côté en enfilade. On rentrait au premier état, et c'est du premier état dont je vais vous parler. On rentrait d'un côté, on arrivait dans un vestiaire, puis on passait dans une salle froide, tiède, chaude, et on revenait par le même chemin. Pour le chauffage, c'est très simple. En fait, les salles chaudes, bon, pour tous ceux qui connaissent les termes, sont chauffées par le sous-sol, avec une chaudière ici, c'est le préfornium. Par les sous-sols, on chauffe le caldarium, la salle chaude et la salle tiède. Et les fumées, ensuite, vont remonter le long des murs. Pour l'eau, accès de l'eau, il nous faut donc de l'eau pour ce truc-là. On a un bassin, on a une chaudière, un bassin extérieur, une réserve extérieure, on a une chaudière et on a des bassins intérieurs. Point d'interrogation veut dire qu'on ne sait pas. Bon, notre étude archéologique nous a permis de proposer une restitution tout à fait plausible. C'est généralement dans une publication, on fait une étude, on étudie ce qu'on connaît, on arrive à la restitution, et je pense qu'on a oublié quelques questions. En deuxième état, la restitution change un petit peu. On n'a plus, je ne sais pas comment on revient en arrière là-dessus. Voilà. En premier état, on a 4 voûtes côte à côte pour les 4 pièces. En deuxième état, on n'a plus que 2 voûtes pour les salles chaudes. Et puis, on a fait une seule pièce, les 2 qu'on avait au départ ici. Et on a rajouté donc une piscine ici, enfin un bain froid, on va dire, et ici un labrome. Je vous montre rapidement pour que vous ayez une idée de notre connaissance. C'est un site qu'on connaît finalement très bien parce qu'on est sur terrain en pente, très arasé au sud. Plus on rentre dans la fouille, plus on a d'élévation. Et donc si ici nos murs font 50 cm de haut, ils font 2,50 m jusqu'à 4,50 m au fond. On a donc des éléments très très bien conservés, on a des sols remarquablement conservés. Bon, au début de mon étude, ce que je voulais vous présenter, c'était tous les corps de métier avec tous les matériaux. J'ai commencé à calculer le nombre de matériaux, mais j'ai arrêté là.
Et comme je vous dis, au fond, on a une très grande élévation, on a même une porte entière conservée, dont on a gardé le remblaiement en dessous pour qu'elle ne s'effondre pas. Pour les salles chaudes, on a tout l'hypocauste, conservé, bon, pas dans toute son élévation pour la salle tiède, mais pour la salle chaude, dans toute son élévation, j'y arrive ici. Ce qui nous a permis d'étudier de façon extrêmement précise, en fait, mieux que le gros œuvre, c'est le second œuvre. C'est-à-dire, on ne peut totalement restituer le système d'hypocauste, les enduits, le système de couverture. Je vous le montre parce que c'est notre étude archéologique nous a conduit à ça. On a une construction en grand appareil dans la partie basse. Dans cette construction en grand appareil, on a taillé des conduits. Alors ça, c'est un système tout à fait exceptionnel. Généralement, on les bâtit, ces conduits, mais on ne les taille pas. Ou bien on pose des tubuli, c'est-à-dire des tubes en céramique. Et là, ils ont été taillés. Au-dessus, on a construit en moellon. Plus haut encore, on a construit une voûte en tuf. J'y reviendrai. Les conduits ont été fermés sur l'avant par des dalles dont on a conservé de nombreux exemplaires, de façon à ce que l'air chaud puisse remonter. Vous les avez ici. Dans la partie supérieure, c'est un système à bobine, c'est-à-dire on fait une contre-cloison en avant du mur en moellon pour laisser circuler l'air chaud, et l'air chaud ensuite va s'échapper à travers le mur. Il y a aussi un système pour, ici on va mettre un bain chaud, et on va mettre un système de chaudière, là, c'est le testudo alvei, et c'est en fait une simple vasque en bronze qui est posée sur des barres métalliques, et tout ça on l'a. C'est-à-dire on a des fragments, mais on l'a. Et qu'on peut restituer totalement. Devant, on va construire, d'abord on va enduire. Je vous mets dans le système de construction. Donc on a les systèmes de chauffe qui vont partir depuis des systèmes d'évacuation des fumées plutôt, depuis ces endroits. Le feu se trouvant ici en dessous, on vient ici sous les hypocaustes et les fumées vont remonter. Et c'est là qu'on voit déjà un problème important, c'est que celui qui a construit le gros œuvre ne savait pas quels seraient les matériaux du second œuvre. Parce que quand on va placer les pilettes, qui, elles, ont des espacements extrêmement réguliers de 60 cm, d'axe en axe, ben on va se retrouver devant les conduits de chauffe, ce qui va boucher en partie les évacuations. Et dans le fond, ici, on construit carrément un mur qui va boucher complètement les conduits verticaux. Et c'est donc là, je dis, il n'y a pas eu lien entre le gros œuvre et le second œuvre. Donc on construit de façon une structure très solide sous les bassins. Je continue. Donc tout ceci, on a pu le relever, le conserver. Voilà. Donc l'étude archéologique nous a permis vraiment de restituer le second œuvre. On peut construire la baignoire, on peut faire les enduits. On a pu restituer tous les enduits et je vous les avais présentés, enfin, c'était du charbon dans les enduits, je vous avais présenté ça lors d'une des journées des matériaux et techniques. On a pu donc comprendre ce bâtiment en fonctionnement et on a pu le restituer. Seulement, maintenant, je voudrais refaire en fait la conclusion, parce que il me reste combien de temps? Il te reste 10 minutes. 10 minutes, c'est exactement ce qu'il me faut. On va s'arranger. Voilà, la deuxième partie, finalement, c'est la réflexion que j'ai menée depuis que je travaille avec vous. Et pas seulement, parce que la réflexion sur le projet, je la mène depuis longtemps, mais sur le chantier, beaucoup moins. Donc on se retrouve dans un site, maintenant, construit à l'époque augustéenne. Il n'y a pas grand-chose. Il y a le forum, enfin, pas grand-chose qu'on ne connaisse. Hein. Il y a le forum, il y a un petit peu certainement des habitations, on a retrouvé différents murs. Et donc, on ne connaît pas grand-chose. Donc, je pose la question, quel était le contexte? Mais finalement, on ne connaît pas. Contexte urbain, on ne connaît pas vraiment. Contexte politique, mais pas non plus.
Donc je crois que c'est toutes ces questions, moi, qui m'intéressent. C'est aucune importance qu'elle n'ait pas de réponse, mais ce sont des questions, finalement, qu'on a abordées ce matin, enfin, quand on nous a présenté le site ici. Ben, comment l'entreprise de construire le château, ici, a-t-elle été montée? Ici, maintenant, c'est la même chose. Qui sont les élites locales qui ont décidé ça? Puis après tout, est-ce que ce sont les élites locales? Est-ce que c'est un Everjet privé? Est-ce que c'est Rome? Toutes ces questions-là peuvent être posées. Et toujours est-il, ce sont ces décideurs-là qui vont choisir un maître d'œuvre, le responsable du projet. Alors maintenant, qui c'est ce responsable du projet? Alors on peut dire un architecte, on ne sait rien, un maître d'œuvre, un chef de chantier. Est-ce que c'est l'armée? Toute question reste posée. Et ces gens-là, enfin, donc les décideurs, vont devoir définir leur projet. On veut faire des termes, bon, ça c'est clair, hein. Mais pour combien de visiteurs? Parce qu'on peut faire des plus ou moins grands termes, évidemment. Là, on en a fait 2, finalement. Peut-être un pour les femmes, un pour les hommes, on n'en sait pas. On n'en sait rien. Quel est le budget? Quel temps de construction est prévu à la base, ou est-ce qu'il n'y en a pas? Et quel est le cahier des charges? Dans l'Antiquité, quand on prend quelqu'un pour faire un projet, ce quelqu'un arrive avec des cahiers des charges tout faits. Ce n'est pas lui qui va inventer l'Antiquité romaine. Ce n'est pas lui qui va inventer grand-chose pour ces petits monuments-là. Après, il y a des grandes réalisations. Donc, quel est ce cahier des charges? Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Qu'est-ce qu'on veut? On veut des termes très simples. Froid, tiède, chaud. Et en fait, on avait dans l'Antiquité des manuels, on avait des cartons. Et donc moi, j'en ai un. En fait, on en connaît un correctement, c'est Vitruve. Et dans Vitruve, en effet, il a fait quelque chose sur les termes, et c'est ce genre de carton, en fait, ce genre de cahier des charges que devait posséder celui qui a commencé la construction. Et là-dedans, il est donné des dimensions, des proportions pour différents monuments. Pour les bains, il n'y a pas donné grand-chose. Pour les bains, il dit simplement que enfin, pas simplement, il parle du chauffage de l'eau, il parle des sols suspendus, des pièces chaudes, et que je viens de vous montrer rapidement. Il ne va pas donner de propositions d'aménagement intérieur, c'est-à-dire comment une pièce doit accommoder une autre, comment on doit passer d'une pièce à l'autre. Mais on a pu étudier énormément d'établissements de termes et on connaît parfaitement ce système. C'est un système de plan itinéraire rétrograde où on passe du froid au tiède, au chaud et on revient par le même chemin. Et ce sont vraiment des bains dont on connaît parfaitement le plan. C'est donc que c'est un plan qui a circulé. Et donc, celui qui a fait le projet pour la Bitolosa, il avait entre les mains déjà quelque chose de très connu. Ici, je vous montre les termes de Bello en Andalousie. Finalement, c'est exactement les mêmes. Hein. On passe du froid au tiède, au chaud, et on revient. Et en plus, c'est les mêmes dimensions quasiment. Et avec derrière un couloir qui relie la partie chaude, ici la partie où on faisait le feu, du préfornium, au frigidarium, pour que les personnes qui s'occupaient du service puissent à la fois s'occuper des baigneurs en passant par le frigidarium ou du feu en allant donc dans la zone de préfornium. On a exactement la même chose ici. Plan itinéraire rétrograde, je vous fais rapidement passer le baigneur, il arrive au chaud et il revient directement jusqu'au vestiaire. Ce système, donc, est le système d'organisation, vient certainement d'un cahier des charges. Ce qu'a dû choisir l'architecte sur place, c'est les dimensions et les proportions qui sont inhérentes à la construction, à la Bitolosa. Alors ce matin, j'ai demandé là, pour le château, comment est-ce qu'ils se sont débrouillés pour tracer les plans. Je pense qu'à la Bitolosa, on a utilisé aussi le triangle 3, 4, 5, parce qu'on retrouve des proportions aussi 3 dans un sens, 5 dans l'autre, et puis 4 ici, si on veut, et on rabat la diagonale, bien sûr, on obtient la longueur. Là-dessus est dessiné le plan. Je ne parle que du plan, je ne parle pas des élévations, parce que je n'ai pas le temps. Aussi, qui est propre à ces termes-là, c'est bien sûr les matériaux.
Alors la partie inférieure est en grand appareil de grès. Au-dessus, on a construit en moellon de grès. Mais peut-être simplement, et j'ai appris ça ce matin aussi, a-t-on rencontré un autre banc dans la carrière qui correspondait plus correctement au grand appareil de grès, et on a fait du moellon. Et puis, les claveaux de voûte sont en tuf. Donc, je remonte là sur la coupe, c'est la même chose. Donc, je vais un petit peu continuer, mais je m'arrêterai avant la fin, parce que sinon, j'en ai besoin de 2 jours pour construire. Autre chose qui a été choisie, ce sont ces conduits de chauffe verticaux taillés dans le grand appareil. Alors ça, je ne le connais nulle part ailleurs. Hein. Je connais des conduits de chauffe verticaux, oui, mais taillés dans le grand appareil, nulle part ailleurs. Et ça, c'est aussi une décision de l'architecte qui s'est occupé, de l'architecte ou du maître d'œuvre, qui s'est occupé de la construction à la Bitolosa. Bon, maintenant, où va-t-on construire ces thermes? Alors, il a été décidé qu'ils soient construits là. En fait, ils sont construits sur une courbe de niveau. Pourquoi celle-ci? Bon, on est à proximité du centre-ville, ça c'était certainement un impératif. Mais il y a un problème d'eau. Alors, on n'a pas retrouvé d'aqueduc, mais ce qu'on sait, c'est que 4 km plus loin, il y a une source qui se trouve 4 à 5 mètres plus haut que notre site. Et il est bien probable qu'on ait eu un petit aqueduc qui menait de cette source jusqu'au site. Et c'est sans doute pour ça que cette courbe de niveau a été choisie pour la construction des 2 thermes. On a un terrain en pente qui est peu bâti. Première chose à faire venir, c'est des topographes. Alors, pareil, c'est pour se relier avec le réseau d'eau, mais aussi pour borner le terrain. Première chose, alors, première intervention des ouvriers, c'est le terrassement. C'est quand même pas mal, 675 mètres cubes. Je pense que c'est pas mal, mais c'est pas énorme. Donc, il faut faire venir ces ouvriers. Qui sont ces ouvriers? D'où viennent ces ouvriers? Sont-ce des gens du village, de la Bitolosa? Est-ce que c'est l'armée? Est-ce que ce sont des équipes itinérantes? Toutes ces questions, je laisse ouvert. Mais dès l'instant où on utilise des outils, il faut une forge. La forge est-elle celle du village? Vient-elle avec les ouvriers? Est-elle faite pour ce chantier? Est-elle faite pour l'ensemble des chantiers du site? On n'en sait rien. On construit donc avec un système orthonormé. On va donc dessiner sur le terrain de cette façon. Est-ce qu'on dessine avec le triangle 3, 4, 5? Est-ce qu'on utilise une groma? Vous savez, cette groma, c'est une équerre optique qui permet de viser à angle droit. Bon, je pense que la groma est plutôt réservée des plus grands monuments, parce que c'est un outil certainement qui coûte assez cher. Ensuite, on dessine sur le terrain. Et puis, on creuse les fondations. Je pense que je caricature beaucoup. Hein. Il doit manquer d'étapes entre. Bon, je pense même avant de creuser les fondations, en fait, on va construire le mur de soutènement, parce que quand même, on a taillé grandement la colline. Puis dès qu'on construit ce mur de soutènement, bon, il faut une équipe d'ouvriers. Il faut chercher le matériau. Quand on cherche le matériau, c'est toujours problème d'outils, problème de carrière, hein, problème d'équipe. Est-ce que c'est les constructeurs qui vont chercher leurs pierres? Est-ce qu'il y a des carriers? Toutes ces questions-là restent posées quand on fait une monographie architecturale. Ce que je sais, c'est que nous avons cherché la pierre au pied des Pyrénées, on ne l'a pas trouvée. En revanche, on a quand même un sous-sol de grès et il est très possible que ce soit à quelques mètres finalement, la carrière. Comment est-ce qu'on a transporté ces matériaux? Bon, j'enfonce un peu, vous connaissez tous ces problèmes-là, mais ce sont des problèmes que nous n'avons pas posés lors de la publication. Je pourrais continuer à le faire, bien sûr. Bon, nous avons les matériaux pour faire ce mur du fond. Où étaient entreposés ces matériaux? Comment arrivaient-ils? Est-ce qu'ils arrivaient au fur et à mesure de la construction? Certainement, parce qu'ils utilisaient tout le terrain. Il y a toujours ces problèmes d'outils, donc ces problèmes de forge, ces problèmes de matériaux, d'entrepôt de matériaux, et puis d'échafaudage. Donc on sait là, il y avait des trous de boulins, donc il n'y a pas de problème, c'était ce genre d'échafaudage, mais peut-être pas comme ça, peut-être simplement des échafaudages comme nous avons vu sur le château. Bien sûr, il y a le problème de chaud qui se pose. En même temps, puisqu'on construit ici en maçonnerie liée par du mortier, bon, il faut des fours à chaud. Où sont ces fours à chaud? Sont-ils des fours à chaud de cette construction-là, de l'ensemble de la ville?
Le matériau calcaire, on doit pouvoir le trouver sur la colline, juste au-dessus. Il faut de l'eau. Bon, on a peut-être l'aqueduc déjà en place, peut-être pas. Sinon, l'eau, il faut aller la chercher. Et puis, ces lieux de chantier, en fait, c'est au pied du chantier. Tout ça, on ne l'a pas retrouvé. Et ce sont des éléments dont il faut parler et qu'il faut au moins lister, je crois, quand on fait ce genre d'études. Bon, je pourrais continuer et faire l'ensemble. Je vous montre rapidement, simplement, le grand appareil. On a commencé par faire la partie basse, puis on a fait une partie en élévation dans laquelle seront taillés donc, les conduits verticaux. Au-dessus, on construit une partie en moellon. Et puis, en tuf, la voûte. Alors moi, j'aime bien ce matériau, le tuf, qu'on avait retrouvé sur, sur des églises. En fait, ce matériau tuf est un matériau donc extrêmement léger. Il flotte. Les étudiants se lançaient les pierres pour les sortir de la fouille. C'est un matériau qui fait moins de 500 kg au mètre cube. Et c'est un matériau qui a été taillé à la scie, donc nouveaux outils, et liés au mortier aussi. Bon, j'ai construit les voûtes avant de... Ah oui, problème bien sûr d'échafaudage quand on construit des voûtes. J'ai construit les voûtes avant de mettre l'ensemble, mais je ne suis pas tout à fait sûre de moi là. L'ensemble de l'élévation. Et puis ensuite, bien sûr, viendrait la charpente. J'ai terminé. En fait, je ne vais pas conclure, hein, parce que je n'ai pas fini. Non, je ne peux pas conclure, parce que moi, le chantier, je ne suis pas arrivée au bout. Même question serait posée donc, pour la charpente, pour la toiture, pour les tuiles, d'où viennent les tuiles. Ensuite, je repasserai au second œuvre que vous avez vu tout à l'heure. Les briques sont-elles faites pour ce chantier? Est-ce qu'il y a une importation qui vient de loin? Et je dis quand on fait une monographie architecturale en architecture antique, à la fin, finalement, il reste beaucoup plus de questions qu'on a résolu de problèmes. Merci.